Eh ben, merci à vous. Bonjour à tous. Alors, on m'a donné la charge ô combien complexe de vous réveiller après la pause déjeuner. Donc, je remercie les organisateurs de cette confiance qui m'est accordée. Mais je vais relever ce défi. Non, plus sérieusement, je voulais commencer par une petite citation d'un certain Sénèque, dans la période, je pense que ça ne peut pas faire de mal, qui disait au marin qui ne sait où il va, nul vent n'est bon. Je vous laisserai juge à qui cela peut s'adresser. Mais dans tous les cas, je crois qu'il est bon d'avoir un cap et de s'y tenir. Et finalement, c'est un lien, je crois, qui réunit à la fois les communes, qui relie les entreprises, mais aussi les citoyens. C'est finalement la question de l'incertitude. Et on sait ô combien l'instabilité, l'incertitude, parfois peut provoquer l'immobilisme. Et c'est surtout ce que nous ne voudrions pas, à la fois nos concitoyens, mais parce que dans nos territoires, pour transformer notre société, pour mener les politiques publiques, on a besoin de tout, sauf précisément d'immobilisme. C'était un peu cette introduction que je voulais vous faire. Et paradoxalement, je voulais commencer par un message d'espoir. Dans un contexte comme le nôtre, ça paraît peut-être pas toujours évident. Mais je voulais vous dire un mot, pourquoi cet espoir ? Parce que la conviction que nous avons à l'Association des petites villes de France que je représente, et j'excuse notre président, maire de Barentin, qui est retenu par des obligations en Normandie, notre conviction, c'est précisément peut-être que dans ce marasme que nous connaissons, la solution est peut-être sous nos yeux sans que nous le sachions. Et un mot sur l'APVF, donc, c'est l'association qui rassemble les communes qui vont de 2500 habitants à 25 000, 30 000 habitants. Vous pourrez me dire, elles ne sont pas si grandes, et pourtant elles représentent près de 40% de la population française. Puisque finalement, beaucoup de nos concitoyens vivent dans ces villes de la centralité, au cœur d'une zone rurale, ou bien dans les villes périurbaines, aux alentours en quelque sorte des métropoles. C'est le cas de ma commune, l'Étang-la-Ville, dans les Yvelines, qui est donc dans l'agglomération parisienne. Mais on a cette conviction-là que précisément, c'est aussi dans nos villes, et parfois dans ces villes que nous on considère être à taille humaine, ces villes de proximité, que naissent aussi des solutions, que s'élaborent des solutions, et en tout cas que se vit très concrètement le service public en termes de culture, en termes d'éducation, de sécurité, de solidarité, et j'en passe. Je veux juste donner quelques exemples, je ne serai pas forcément long sur cet aspect, mais simplement pour dire ce qui, moi, en tant que maire, relativement jeune, quand j'ai été élu en 2020, m'a immédiatement frappé, c'est que ce soit au moment de la crise sanitaire, du Covid, ou que ce soit au moment de la guerre en Ukraine, finalement, les citoyens, quand ils ne savaient pas vers qui se tourner, c'est vers la mairie qu'ils vont. Ils ne savent pas forcément le rôle de telle agence, ils ne connaissent pas forcément le rôle du département ou de la région, c'est pas leur faire injure que de le dire, mais en fait, on va d'abord à la mairie ou voir son maire parce qu'on le connaît, parce qu'on le reconnaît, parce qu'il est relativement proche, comme le disait le président Larcher, à portée de baffe ou en tout cas à portée d'engueulade, et finalement on peut l'interpeller. Mais là c'était aussi dans l'aspect positif des choses. Quand on est allé développer les vaccinodromes par exemple, au moment de la crise Covid, ou quand au moment, je le disais, la guerre en Ukraine, il a fallu développer un certain nombre de solidarités, y compris en matière humanitaire, c'est bien, ou accueillir déjà massivement aussi un certain nombre de réfugiés ukrainiens, eh bien c'est vers la commune qu'on s'est tourné. Et je trouve que c'est assez symbolique que finalement une partie de la solution, elle vient aussi du local. C'était un peu, déjà en introduction, un mot que je souhaitais vous dire. Avec une conséquence assez simple, que vous avez peut-être vue, je ne sais pas si, comme moi, vous êtes à regarder parfois les études d'opinion qui sortent. Il y avait une étude notamment du CEVIPOF, le centre de recherche notamment de Sciences Po Paris, qui illustrait que, comme depuis près de 30 ans, finalement, l'institution communale, et les maires singulièrement, restaient, on va dire, une des dernières institutions où les citoyens accordaient une majorité de confiance. Je tiens à le dire, ça s'érode, ce qui quand même n'est pas toujours très rassurant. On reste malgré tout à plus de 70%, ce qui n'est quand même pas rien, mais ça s'érode. Et quand on regarde les autres institutions, on peut parfois se dire ça s'érode, je me regarde, je me désole, et c'est vrai quand on se compare, on se console un peu. Mais il n'y a pas de mystère à ça. C'est effectivement son maire, quand on a quelque chose qu'on ne comprend pas, on l'interpelle. On l'interpelle pendant son marché, on l'interpelle en mairie, on l'interpelle pendant son jogging, on l'interpelle pendant qu'il fait ses courses. Bref, il est un petit peu en permanence à portée de main pour qu'on puisse interpeller. Mais finalement, avec un corollaire de cela qui est extrêmement simple. C'est aussi la capacité à expliquer la contrainte. Et à expliquer aussi, à mettre chacun face à sa contradiction, et je ne veux pas être beaucoup plus long puisque c'est une évidence, mais dans laquelle on est tous empêtrés. C'est qu'à la fois, moi je comprends parfaitement les interpellations qui me sont faites pour demander du service public supplémentaire, des places en crèche, un logement social ou toute autre demande. Et bien souvent, en face, effectivement, les personnes ne sont pas toujours prêtes non plus à y consacrer en termes de moyens davantage. Et donc, c'est de rappeler aussi cette contradiction dans laquelle on baigne tous,
qui est de dire qu'évidemment, en fonction du niveau de service public que l'on souhaite, quel est aussi le niveau de contribution auquel on est prêt tout simplement à consentir. J'en dis un mot, parce que, et ça fait partie des revendications qui sont celles de l'Association des petites villes de France, ça a été une des alertes que nous avons pu faire au moment de la suppression de la taxe d'habitation. On peut dire, vous avez été compensé, de quoi vous plaignez-vous? Mais je crois que fondamentalement, au-delà de la question même de la compensation, il y a la question du lien entre le citoyen, entre le niveau de service qu'il est en droit d'attendre tout simplement de la commune et du service public en général, et finalement la contribution qui peut être la sienne en fonction évidemment de ses moyens. Et ce sujet-là, il est, je crois, au cœur de la démocratie, et donc vouloir l'effacer et supprimer ce lien fiscal, nous y étions fondamentalement opposés. Et comme nous restons évidemment favorables à ce qu'il y ait un lien fiscal, même s'il doit davantage prendre en compte la progressivité et tout simplement la variété des revenus. Mais je n'ai pas envie de vous embêter trop longtemps sur cet aspect, mais simplement, ça vous l'avez sans doute entendu 1000 fois, mais ce qui peut-être est plus intéressant pour vous, c'est d'entendre que dans nos territoires, je le crois, avec nombre d'entreprises qui sont ici présentes, on essaie en tant que commune, et en particulier en tant que petite ville, être des lieux d'expérimentation, des lieux d'innovation. Et je vais vous donner quelques exemples que vous ne connaissez peut-être pas, si vous les connaissez tant mieux, mais notamment celui par exemple de Mitry-Mory, qui est donc une des villes de l'Association des petites villes de France, qui a fait le choix il y a quelques années, post-Covid, de lancer ce que la maire a appelé la sécurité sociale en quelque sorte alimentaire. Une sécurité sociale alimentaire, c'est quoi? C'est cette idée finalement qu'y compris les catégories populaires doivent pouvoir bénéficier d'un accès, par exemple à des paniers bio ou d'agriculteurs locaux, à des tarifs qui soient accessibles. Et cette idée, elle peut paraître simple, elle est éminemment complexe à mettre en œuvre, et je ne vois pas beaucoup d'autres acteurs qu'une commune, et une commune à taille humaine, pour pouvoir le mettre en place. Et faire en sorte finalement que, effectivement, on réponde à l'enjeu social, on lutte contre la malbouffe, on lutte également pour la transition écologique, mais tout cela sans s'opposer nécessairement aux agriculteurs eux-mêmes, puisque ce projet a été bâti avec eux, avec des agriculteurs locaux. Et on pourrait citer quelques autres exemples de cette nature, mais je voulais donner celui-là, celui d'une expérimentation qui, à mon sens, mériterait largement de s'exporter ailleurs, dans d'autres communes. Et ça, je pense que c'est une des fiertés que l'on peut avoir au niveau de nos villes. Certains parmi vous, tout à l'heure, me parlaient de transition énergétique. Je pense que ça, c'est un exemple aussi. Vous avez tous vécu, quand on a libéralisé en quelque sorte sur la rénovation thermique, nombre d'entreprises appelaient en proposant des services de rénovation X ou Y, et vous avez, comme moi sans doute, été appelé plus d'une fois, peut-être même plus de 10 fois, parfois plus de 100 fois, par des opérateurs qui vous disaient ô combien ils feraient des choses incroyables. Avec, évidemment, c'était une minorité, mais il existait quelques cas frauduleux. Mais en fait, ce qu'on a constaté dans nos territoires au moment de mettre en place notamment le plan climat, c'est qu'il y a eu un effondrement de la confiance des gens. Les gens disaient, en fait, je ne veux même plus en entendre parler. J'en ai tellement entendu parler et j'ai tellement peu confiance que je n'ai pas envie de me lancer. Donc ce qu'on a fait, par exemple, dans mon agglo, Saint-Germain-Boucle-de-Seine, c'était de dire, il faut un acteur tiers. Il faut en fait quelqu'un qui va remettre un interlocuteur de confiance. Donc dans certains territoires, vous les connaissez, c'est peut-être, certains les appellent des ALEC, des associations comme Énergie Solidaire ou d'autres, mais qui finalement ne sont pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais pour dire, vous êtes confronté à telle problématique en tant que copro, en tant que propriétaire privé d'une maison ou autre, vous êtes un peu démuni, et en fait, on va vous dire quels sont les types de rénovations qui sont possibles, quels sont les moyens financiers possibles, quelle est la réglementation qui est possible. Et en fait, on va être cet acteur de confiance qui va aussi vous dire, par exemple, cette entreprise, est-ce qu'elle a déjà fait ses preuves sur le territoire? On n'est pas là pour vous dire choisir telle entreprise ou telle autre, mais quelque part recréer cette confiance-là, parce qu'in fine, on le constate bien souvent, lorsque l'acteur public et la commune, et notamment la commune de proximité, vient et est ce relais-là, et ben on recrée cette confiance qui peut-être se perdait. En résumé, ce qu'il faut retenir en quelque sorte de l'action qu'on essaie de mener en tant que petite ville, c'est de lutter contre le sentiment d'impuissance publique. C'est de lutter finalement aussi contre ce sentiment de déclin qui de plus en plus dans nos territoires peut envahir certains de nos concitoyens avec, je le dis sans esprit polémique, mais avec quelques convictions quand même, des conséquences dans les votes que l'on peut constater dans nos territoires aussi. Et je crois, et c'est là où j'ai voulu commencer par quelque part l'espoir qu'on pouvait avoir, mais malgré tout une profonde inquiétude. C'est que la défiance, elle existe au niveau national. Ma grande inquiétude, c'est que cette défiance finisse aussi par envahir nos élections locales et aussi nos municipalités. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est maintenant à moins de 6 mois des élections municipales et on a quasiment 40% des maires qui disent qu'ils ne savent pas s'ils veulent y retourner. Ça doit quand même nous interpeller. Sur la question aussi de la représentativité de nos élus, et je le dis très sereinement, à titre personnel, j'ai moins de 40 ans, je le précise,
je souhaitais savoir combien il y avait de maires de moins de 40 ans, et je partais du principe que dans le temps, ça avait quelque peu augmenté. En 1980, je ne sais pas si vous devinerez combien il y avait de maires de moins de 40 ans. Il y en avait 12%. Je me suis dit, 12%, c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, les maires de moins de 40 ans, il y en a moins de 3%. Quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, ça doit me frapper, parce que ça nous dit quand même quelque chose de notre société. Et évidemment, quand on pense aussi à la parité, nous en sommes encore très loin en matière de maire. En termes de représentativité aussi des classes sociales, on en est très loin. Et finalement, le corollaire de ça, et c'est là où je dis que ça doit nous interpeller, c'est en termes de vitalité démocratique. Qui sont les personnes qui, finalement, acceptent de se présenter, de se frotter au suffrage universel? Ce questionnement-là du renouvellement dans notre société et dans nos villes, il doit évidemment nous inquiéter. Et là où je pense, on peut se dire, mais qu'est-ce qui explique ce mouvement-là? Je pense que quand on accroît les compétences et qu'on accroît en quelque sorte les transferts de compétences vers les villes, je donne un exemple, service public de la petite enfance, peut-être que certains en ont entendu parler, un transfert a été fait au 1er janvier. Donc c'est une excellente initiative, suite aux quelques scandales que vous avez pu constater dans certaines crèches, notamment privées. Il y a eu un sursaut et une loi a été adoptée. L'AMF, l'Association des maires de France, l'Association des petites villes de France, on a dit banco, on est prêt à accepter que les maires soient ces autorités organisatrices de la petite enfance. Mais de l'aveu même, et on est au cœur des finances publiques, de l'État, celui-là a dit, et c'est écrit noir sur blanc, vous pouvez le constater même sur le site du gouvernement, qu'il ne compense que 50% de la dépense. Il n'y a pas beaucoup de... Ce que je veux dire, c'est qu'on nous transfère une compétence ô combien importante, celui de la qualité de l'accueil du service public de la petite enfance. Donc c'est hautement noble comme objectif. Mais si on vous transfère que 50% des moyens pour le faire, se pose tout de même derrière la question de la responsabilité, y compris des maires, qui doit être engagée. Je vous donne un deuxième exemple en termes de finances publiques. D'une commune à une autre, ça peut varier. Je donne celui que je connais le mieux, ma commune. En 2014, la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire l'argent que l'État consacre, entre guillemets d'ailleurs, c'est des suppressions d'impôts d'autrefois, du temps de Giscard, qui étaient compensées. Et comme souvent, quand on compense un impôt, au début, on vous le compense. Un jour, on vous dit qu'on vous subventionne beaucoup, et puis un jour, on vous dit que c'est trop et on supprime. La DGF dans ma ville, donc la dotation globale de fonctionnement, en 2014, c'était 1,4 million par an pour faire fonctionner les services de ma commune, etc. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est de 150 000 €. Donc on a quasiment divisé par 10 en 10 ans. Quand vous faites face à un tel choc en termes de moyens et qu'en même temps on vous transfère des compétences, je peux comprendre qu'un certain nombre de personnes se disent « en fait, j'y reviens plus ». Si c'est pour me faire engueuler sur la rue, si c'est pour me faire insulter, et avec, on sait, un degré de violence, parfois de polarisation dans le débat public, c'est un véritable défi. Et c'est là où je voulais avoir ce cri d'alerte ce matin, c'est de se dire que comment faire derrière, et j'en termine, je vous rassure, sur quelles sont quelques pistes qu'on peut avoir. Et je serai rapide, mais vous en avez peut-être entendu parler de la question du statut de l'élu. Le statut de l'élu que nous défendons, c'est pas celui d'avoir des privilèges, mais c'est de pouvoir assurer dans de bonnes conditions l'exercice de son mandat. C'est de permettre tout simplement, ce qui aujourd'hui n'est pas tout à fait possible, et c'est quand même un brin scandaleux, qu'un maire, femme, puisse tout simplement bénéficier d'un congé maternité. Aujourd'hui, ça n'a pas été pensé parce qu'on n'a pas pensé qu'un maire puisse être une mère, tout simplement. On n'a pas pensé non plus que des élus, de jeunes élus, puissent, comme des gens qui sont employés, devoir quitter leur cours à l'université sans être sanctionnés, parce que tout simplement, ils exercent leur mandat d'élu. Ça n'a pas été pensé parce qu'on n'a pas pensé que des élus puissent être jeunes et étudiants. Voilà, c'est des exemples très concrets. C'est permettre de faire en sorte, si on veut que toutes les classes sociales soient représentées, qu'on pense à la question de la retraite et de comment on cotise. Comment on pense aussi, le jour où vous n'êtes pas réélu, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous avez des compétences acquises qui sont reconnues? Est-ce que vous avez des droits à formation? Bref, je ne veux pas vous ennuyer avec mille et une choses, mais c'est extrêmement concret et c'est de permettre finalement à la société, dans sa diversité, de pouvoir se présenter. Et je termine par un ultime point, c'est celui de la décentralisation. On en a parlé sans doute 1000 fois et c'est sans doute le pire moment. Parce que vouloir faire une grande réforme quand on n'a pas d'argent, c'est souvent le risque, ce que je vous disais, c'est de mal faire les choses. Néanmoins, nous restons profondément convaincus qu'on a absolument besoin de dire que, c'était Hubert Reeves qui le répétait souvent, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Et moi, je crois profondément, et c'est ce que nous croyons à l'Association des petites villes de France, que peut-être la solution, elle est à l'échelon local. Nous ne pouvons pas avoir de déficit public en fonctionnement, par exemple. Donc quand nous nous endettons, c'est pour créer de l'actif, c'est pour développer de l'activité qui, in fine, profite aussi aux entreprises et crée de l'emploi. C'est aussi ces vérités-là qu'on voulait rappeler. Et
je dirais que ça passe aussi simplement par cette autonomie financière qu'on attend. Et quand je vous disais qu'on transfère une compétence, c'est que derrière, on y mette les moyens qui sont nécessaires. Et je terminerai vraiment, et ça c'est ma dernière phrase, c'est la dernière phrase, promis, c'est que depuis ses origines, dans notre République, les communes sont la base même du fondement républicain. On a souvent dit 36 000 républiques dans la République. Certains disent que c'est trop. Moi, je crois qu'avoir plus d'1 million d'élus bénévoles, qui pour la plupart ne sont pas indemnisés, avoir 1 million de personnes dans notre pays qui sont prêts à donner de leur temps pour l'intérêt général, c'est peut-être pas un boulet, c'est peut-être une partie de la solution et on a peut-être le droit aussi d'en être fiers. Et en tout cas, je crois que les villes le démontrent chaque jour dans l'action au quotidien. Je vous remercie et navré si j'étais un peu long.